Purusham Tamaham Bhajami. C'était beau, hein? On devrait tout le faire. Ouais. Ben oui. Ça aussi, c'est beau. Non, mais elle est meilleure parce que elle l'a chanté, pendant je sais pas combien de fois en allaitant ses bébés. Mon petit. Ton petit. L'endormi. Ok, tu vas leur chanter parce qu'il faut t'enregistrer, ça part enregistrer. Faut que tu le fasses fort. Là. Ouais. Maya hiyasya jagadanda satani sute Traigunya tadvishaya veda vitaya mana Sattva valambi parasattvam vishuddha sattvam Govindamadi purusham tamaham bhajami. Merci beaucoup. J'adore Govinda, le Seigneur originel, l'absolu principe autonome, étant l'entité ultime sous la forme du soutien de toute existence, dont la puissance externe se manifeste à travers les trois gunas et diffuse la science védique concernant l'univers matériel. Alors ici, dans ce verset-là, en passant, c'est pas un verset à apprendre par cœur. Il ne faut plus en apprendre par cœur à partir là, de 40. Parce qu'elles sont très secondaires. Ah, ok. Puis il ne faut pas apprendre trop de choses par cœur parce que le mental est limité. Et il y en a des douzaines d'autres versets beaucoup plus importants à apprendre dans le futur. Alors si vous voulez apprendre du par cœur, il vaut mieux apprendre les versets d'avant qu'on vous a montré, les autres choses, ou des choses comme la Dini, Sandini, Samvit. Remplissez votre mental de choses parce que vos neurones ils meurent à une vitesse phénoménale. Alors, 40, c'est un bon. C'est un bon. Mais même les brahmanes samhitas, il ne faut pas trop se forcer à l'apprendre vraiment par cœur. C'est juste que c'est bon à réciter comme ça, et en récitant en voix haute, si vous pouvez arrêter à 40 par exemple. Fait que ça en fait genre une douzaine, de 29 à 40. En une douzaine, c'est pas la fin du monde. Et puis c'est une genre de bonne prière à faire le matin comme ça. Le reste, c'est plus technique, c'est philosophiquement très, très intéressant. Mais pas obligé de l'apprendre par cœur. Alors ici, il y a 2 personnes sont décrites et glorifiées. Quelles sont les 2 personnes? Alors, on a les 2 mots, ils sont même au début. Le premier mot, Maya, est au début de la première ligne et Govinda est le premier mot de la 4e ligne. C'est les 2 personnes qui sont glorifiées. Alors, ça glorifie Maya ici. Tu vas entendre les dévots parler, ou tu vas autant parler Krishna, Maya, maudite Maya. Ils vont parler contre Maya, parce qu'elle met le monde dans l'illusion. Alors ici, elle est glorifiée. Alors c'est ça qui est la beauté d'une conscience spirituelle très profonde. Tu n'as pas à parler contre personne. Tu vas même glorifier ton pire ennemi. Même le petit Jésus nous avait appris ça. Si votre ennemi vous frappe, vous montrez l'autre joue. Alors, si Maya vous met dans l'illusion, vous la glorifiez quand même. Parce que Maya, c'est son service de mettre le monde dans l'illusion. Est-ce qu'elle est bonne dans son service? Excellent. Elle est excellente. Je pense qu'elle ne pourrait pas faire mieux. Elle est vraiment experte à mettre le monde dans l'illusion. Et ça, c'est très important parce que là, on a les 2 personnes qui sont comme les plus importantes pour tout le monde. Chacun a le désir en lui de trouver la vérité, de trouver la source de toute chose. On a tout le désir de cette quête de Dieu qui est en nous. Mais chacun a aussi en lui la grande capacité et l'expertise de courir après des illusions. Avec force, puissance, détermination.
courir après l'illusion de toutes ses forces. On a ces capacités-là. Alors, c'est comme deux capacités contradictoires qu'on a en nous. Et ils sont dus grâce à ces deux personnes-là, Govinda et Maya. Alors, c'est Govinda qui donne à Maya la force de nous illusionner. Et elle est très puissante, là. Et pour nous montrer ici, c'est quoi sa puissance. Maya yasya jagananda satani sute. Tragunya tadvishaya aveda vitayana. Alors, c'est Maya vraiment, bon, qui est, ici c'est marqué, sa puissance, bon, la puissance externe se manifeste à travers les trois gunas. Il diffuse la science védique concernant l'univers matériel. Jagad, c'est l'univers, Anda, c'est plusieurs, Satani, c'est des, bon là j'ai, Satani, c'est des dizaines de milliers, ça veut dire en gros, beaucoup d'univers. Un univers contient combien de planètes Terre? 250 millions. Alors, vous n'êtes pas la seule à être pas bonne. La plupart du monde n'a aucune idée de ce qui se passe dans l'univers. Ils sont trop occupés à regarder Éco-Vedette. Vous connaissez ça, Éco-Vedette? Éco-Vedette, non? Non, c'est une blague. C'est pour dire que occupé à des choses autres que qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Alors, on en a parlé, je vais juste le répéter. Des terres comme la Terre, ils ne savent pas combien il y en a. Ils en ont peut-être trouvé 4-5 dans tout l'univers. Une terre comme la planète Terre, ils en ont peut-être trouvé juste 4-5. Alors, à 250 millions, tu étais loin. Oui, mais dans l'infini, il y en a peut-être. Ah, il y en a sûrement. Il y en a sûrement plus, mais ils les ont pas trouvé encore. Ils sont pas sûrs. Parce qu'ils savent que dans 5 millions d'années, notre Soleil va être mort. Alors, on va falloir trouver une autre planète si on veut survivre plus que 5 millions d'années. Alors, ils essaient de trouver d'autres planètes Terre, mais ils n'en ont pas encore trouvé trop. C'est très dur parce que, qu'est-ce qu'on voit, les étoiles, c'est des soleils. Et ces soleils-là, ça brille beaucoup plus d'une petite planète. Alors, avec ton télescope, tu essaies de trouver des planètes, c'est pas facile. On vient juste de commencer à découvrir vraiment les planètes qui sont tout autour de nous. Et avec les lunes qui sont autour de ces planètes-là. Comme Saturne, par exemple, elle a quelque chose comme 28 lunes. Au début, on ne les voyait pas, les 28 lunes, mais à ce temps qu'on a des microscopes plus puissants, on peut plus les voir. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne peut pas voir, qui sont décrites dans les Vedas. Ici, décrit que Maya est à la source de tous ces univers-là. Alors, c'est elle qui remplit ces univers-là, qui est fait de 3 gunas. C'est même le mot Traigunya. Trai, c'est 3, et Guna, c'est 3. Alors, tous ces univers faits de 3 gunas, ça vient de Maya. C'est Maya elle-même qui fournit tous les ingrédients pour faire l'univers. Elle a pris ces ingrédients de Dieu, mais c'est quand même elle qui les fabrique. Alors, elle a une très grande puissance. Alors, même si on n'a vraiment pas trouvé d'autres planètes habitables comme la nôtre, parce que toutes les autres planètes du système solaire ne sont pas habitables. Par exemple, c'est des planètes où c'est juste du gaz. Jupiter, par exemple, est comme pratiquement tout en gaz. Puis là, tu as des nuages de gaz. Par exemple, tu as un gros nuage de gaz brun, que tu vois la planète Jupiter, c'est comme un œil brun-marron. Et puis, dans ce nuage de gaz-là, tu pourrais rentrer une centaine de planètes Terre, par exemple. Puis ça, c'est juste un des nuages qui composent la planète Jupiter. Alors, notre Terre est vraiment petite comparée à Jupiter, et encore des milliers de fois plus petite que le Soleil. Mais Jupiter est un peu trop difficile à habiter, parce que c'est tout en gaz. Alors, par exemple, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que, même si on n'a pas trouvé de planète, on va peut-être en trouver. Ils cherchent en ce moment parmi les autres soleils. Alors, des soleils comme notre soleil, dans notre galaxie, il y en a entre 250 millions et 1 milliard.
et des fois 10 milliards pour les plus grosses galaxies. Ça, c'est dans un soleil, dans une galaxie. Une galaxie peut contenir jusqu'à 1 milliard ou même 10 milliards de soleils. Beaucoup de soleil, hein? Quand tu dis, il fait soleil aujourd'hui. Elle a fait toujours soleil aujourd'hui. Dans une galaxie, tu peux avoir 10 milliards de soleils. Et puis, il y aurait peut-être environ, selon les derniers calculs, mais les calculs sont jamais parfaits, mais ils ont trouvé environ 100 milliards de galaxies. Tout ça vient de Maya. C'est beaucoup, hein? Elle a beaucoup de puissance. Alors, 100 milliards de galaxies peuvent dire ce qu'ils veulent. Pas impressionné, hein? Ça, c'est ce qu'on a découvert. Alors, l'affaire, c'est que cette énergie-là, Maya, et Achintya Shakti, aussi énergie inconcevable. Elle est faite de 3 gunas. Les 3 gunas, la science moderne ne les connaît pas plus qu'elle puisse connaître Maya. Et même l'univers qu'on connaît, ces 100 milliards de galaxies-là, ça représente 0,5% de la densité critique de l'univers. Densité critique de l'univers. Ça veut dire que si tu prends tout l'univers au complet, et puis la matière connue que l'on a, ça c'est à peu près 0,5%. En densité critique, c'est en masse. Par exemple, je sais pas, là, tu as une tarte qui pèse 1 kilo. Et puis, si tu aurais une partie de la tarte qui est faite en plomb, par exemple, puis l'autre partie qui est faite en crème, la crème est beaucoup plus légère que le plomb, par exemple. Alors, pour la masse totale de la tarte, mais la crème, c'est peut-être 0,5% de la masse totale. Alors, la matière connue, selon leurs calculs scientifiques, ça serait pour 0,5% de tout l'univers. Ça veut dire que, comme Kegel dit, l'univers est comme un iceberg. On en connaît juste 0,5%. Le 99,5% nous est totalement inconnu. La différence, c'est qu'un iceberg, au moins on sait que le reste du iceberg est en glace, mais le reste de l'univers est fait d'une matière qu'on ne connaît pas du tout. Avez-vous déjà entendu parler des actions, des squarks, des photinos, des neutralinos et des gluinos? Ça ressemble à des atomes et des électrons et protons. Ça serait des particules qui ressembleraient à des neutrons, des protons, mais ça serait les autres matières qui font partie du reste de la matière qu'on ne peut pas voir, mais ils ne sont pas sûrs qu'elle existe. Depuis les années 80, 1980, ça veut dire 25 ans, qui ont fait leurs calculs, qui se disent que cette matière-là devrait exister, et ils n'ont pas trouvé encore. C'est dur à suivre, hein? Ce que je dis là, la plupart du monde ne le savent pas. C'est pourtant écrit là, dans tous les grands livres scientifiques. Parce que le monde pense que les scientifiques ont tout résolu, qu'on dit on a décodé le génome humain, le ADN. Alors, le ADN qu'ils ont décodé, c'est une toute petite fraction. Et c'est comme encore là, 5% qui est peut-être décodable. Le 95% ne sont pas capables de le décoder. Alors, les grands scientifiques, lorsque tu vas lire leurs livres, ils vont reconnaître, on ne connaît presque rien. Là, on connaît juste 0,5% de la densité critique de la matière. Ça, c'est la matière normale, qu'on ne connaît pas trop encore parce qu'on n'est pas sûr. On n'a jamais vu un quark, on n'a jamais vu un lepton, on n'a jamais vu un électron, on n'a jamais vu rien de ces choses-là. Mais on s'imagine qu'il existe. Ça, c'est la matière normale. Il y a 10 fois plus de matière noire. Et cette matière noire-là, ils ne savent pas de quoi qu'elle est faite. Il y aurait une autre matière qui est la matière noire exotique, qui, elle, est encore plus mystérieuse que la matière noire qui ne savent pas de quoi qu'elle est faite. Alors, on va loin dans le mystère. Et ça, tu en as 50 fois plus que de la matière normale.
Et puis, ça, c'est rien. Si on est rendu à juste à 30% de la densité critique. Le reste du 70% serait une force noire. C'est plus de la matière, c'est une genre de force noire qui, elle, est tellement indescriptible qu'on peut juste l'appeler force. On n'est même pas sûr si c'est de la matière ou pas de la matière, mais c'est pesant quand même. Ça prend 70% du poids de l'univers. Et c'est une genre de force qui existe peut-être, mais on n'est pas sûr. C'est incroyable, hein? Ça, c'est la page 71 du livre Trinh Xuan Tuan, un scientifique chinois, un des plus grandes autorités connues sur la matière, qui écrit plein de livres, très connus. Alors, les grands scientifiques, ils vont reconnaître, on connaît presque rien. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont expliquer est encore plus faramineux et encore plus mystérieux que la Brahma Samhita que l'on met. Parce que là, quand tu es rendu que tu parles de force noire, cette force noire-là, ça serait de l'antigravité si elle existe, on n'est pas sûr. Parce que la gravité elle-même, Einstein n'a pas réussi à décrire c'était quoi la gravité, mais l'antigravité est encore plus dure à décrire si elle existe. Ça serait peut-être une modulation du vide quantique. Alors, là, si je vous parle en sanskrit ou je vous parle d'antigravité qui est de la modulation du vide quantique, lequel des deux est le plus abstrait? Chacun ses croyances. C'est ça, chacun son trip. C'est plus facile, ça, me semble, à cette heure. Là, j'y pense. Ah ben y passer, là, hein, pis si c'est dur. Ouais, je l'ai regardé sur un livre, des bâtiments. C'est bien ça. Des étoiles qui naissent, des étoiles qui meurent, des étoiles qui s'accoupent. Ah, il s'accoupe, tout. Ça coupait-tu? Il me semble qu'il y en avait. Ouais, il faisait toutes sortes d'affaires, là, même. Toi, l'enfant, Comme là, ici, t'as deux galaxies qui s'accouplent. ouais, c'est ça. Ça vient du télescope Hubble, qui est en dehors de la planète. C'est et puis, qui fait les plus belles images. Ça coûte plus d'1 million de dollars par jour à faire vivre ce télescope-là. Mais c'est lui qui fait tout découvrir. Depuis ce temps-là qu'ils ont découvert combien que de galaxies et de choses comme ça. Ça fait des images hallucinantes. Alors, c'est pour ça, par exemple, que je vous parle la force noire, la matière noire, exotique et toutes ces choses-là. Ça, c'est juste dans les derniers 30 ans qu'ils ont découvert ça. Alors, le commun des mortels, il ne connaît pas plus ça qu'il connaît Maurice Zundel. Alors, ouais, c'est comme ça. Et pas plus la Brahma Samhita. J'écoutais des philosophes de France Culture. Je ne sais pas si vous connaissez France Culture. France Culture, c'est un poste de radio. Tu peux avoir sur l'Internet. J'écoute souvent ça en faisant mon travail. C'est comme la radio française la plus cultivée de toutes. C'est tous les gros érudits, philosophes, penseurs, scientifiques de la France qui, je pense bien que c'est payé par le gouvernement. Et c'est juste des émissions culturelles, philosophie, littérature, théâtre. Et puis, les émissions, ils sont mis sur MP3. Les fichiers sont comme ça. Et puis là, ben, tu peux avoir une émission, par exemple, Les chemins de la connaissance. Alors, ils vont garder les dernières émissions que tu peux aller prendre sur l'Internet, tout ça. Et puis là, bon, il y avait une réunion de 4-5 philosophes. Le sujet, c'était est-ce que toutes les cultures se valent? Là, on parle de deux cultures différentes. La culture, la Brahma Samhita, et la culture scientifique. Ils ont deux langages qui ont l'air aussi compliqués que l'un que l'autre. Est-ce que toutes les cultures se valent? Ça, c'était le débat entre les érudits et tout ça. Puis il y avait un des érudits, il était là, il expliquait, il dit, oui, il y a deux problèmes dans notre société. Le problème, c'est que il y a le fondamentalisme. Par exemple, un chrétien baptiste, calviniste aux États-Unis va être convaincu que eux, ils représentent le bien, et puis Ben Laden et Krishna, c'est l'axe du mal. Vous avez déjà vu ça? Combattons l'axe du mal.
en première page. Président des États-Unis qui va dire « Combattons l'axe du mal ». Alors, ça, c'est le fondamentalisme. C'est un gros problème de nos sociétés d'aujourd'hui où la personne va avoir sa culture à elle et va penser que c'est la seule culture, la seule façon de voir les choses, et tous les autres, c'est l'axe du mal. C'est vraiment pas bon.